On l'appelle le symptôme de la Havane. C'est tout à fait sérieux. C'est un symptôme qui frappe depuis des années, des dizaines et des dizaines de diplomates américains, des agents de la CIA, mais pas seulement, quand ils sont en poste à certains endroits de la planète, à commencer par Cuba. C'est un mal mystérieux donc, qui a frappé toutes ces personnes avec un rebondissement, puisque c'était un mystère depuis des années. On se demande si Moscou n'est pas derrière ce mal mystérieux. On va en parler avec vous, Laure Mandeville, avec Gallagher Fenwick et amiral Jean-Louis Vichot. Mais d'abord, on a besoin évidemment de poser les constats sur la table. On va le faire avec vous, Jade Partouche. Vous avez lu attentivement toutes les enquêtes, investigations qui sont menées depuis des années. Tout remonte à... il y a à peu près 8 ans, fin 2016, dans une certaine capitale effectivement, cubaine. Fin 2016. Vous avez une vingtaine de membres du gouvernement américain qui sont donc en poste à La Havane, ainsi que leurs membres de la famille qui disent souffrir d'une multitude de symptômes. La liste non exhaustive, vous l'avez sous les yeux: maux de tête, problèmes d'équilibre, bruit assourdissant et douleurs à l'oreille, problèmes de coordination de mouvement, de brouillard cognitif, pour reprendre vraiment les termes employés. Puis l'histoire s'est mise à se répéter un peu partout dans le monde. Inde, Chine, Vietnam, Taïwan, Pologne, Autriche, pour ne vous citer que quelques pays. Plus de 200 responsables américains font état de ce genre de symptômes à travers le monde. Systématiquement ou presque, ce sont des membres du département d'État qui sont visés, de la CIA, du Conseil national de sécurité, du FBI également. Les relations entre Cuba et les États-Unis sont fragiles à ce moment-là, donc ça jette un certain froid. L'embarras est tel que les États-Unis à ce moment-là parlent d'incidents avant d'aller effectivement sur la piste des attaques. De quel type d'attaque on parle ? La très large palette de symptômes fait que depuis 8 ans, les scientifiques piétinent. D'un côté, la piste de la lésion cérébrale est envisagée par une partie de la communauté scientifique. De l'autre, la piste de l'attaque acoustique. Et c'est celle-ci qui va prendre le dessus. Décembre 2020, le comité de l'Académie des sciences américain parle pour la première fois d'une énergie, vous le voyez, radiofréquence dirigée et pulsée. Donc l'équivalent de micro-ondes qui serait donc utilisé contre des responsables américains et qui provoquerait ce genre de symptômes. Sachant que dans le même temps, il y a quelques jours tout juste, le 18 mars précisément, la thèse de la lésion cérébrale est définitivement écartée. Des IRM sont faits sur plus de 80 personnes concernées par ces symptômes et rien dans le cerveau n'indique une forme de liaison qui expliquerait donc ce fameux syndrome de la Havane. Et alors, les Américains ont cherché en écartant la piste étrangère jusqu'à très récemment. Effectivement, les États-Unis n'excluent pas l'implication d'un ennemi étranger. Ce sont ces termes-là qui sont utilisés par CBS, qui cite des sources anonymes. Les États-Unis ont pour la première fois la confirmation qu'un ennemi étranger des États-Unis est derrière ces attaques contre les Américains. On a donc pour la première fois officiellement la preuve d'une implication étrangère dans ce syndrome de la Havane. De quel ennemi parle-t-on ? Officiellement de personne. Aucun lien n'est officiellement fait, même si CBS tente de remonter le fil dans une enquête extrêmement étoffée et évoque, citant des sources donc proches de l'affaire, l'arrestation d'un homme habitant à Saint-Pétersbourg, Vitali Kovalev, arrêté en 2020 à Floride et qui pourrait potentiellement être lié à un officiel américain qui a ressenti ces symptômes. Selon The Insider, qui a travaillé en étroite collaboration avec CBS dans cette enquête, il y a des membres d'une unité du GRU, l'unité de 2955 dont on vous a déjà parlé, qui est cette unité russe spécialisée dans l'assassinat. Ce sont eux, par exemple, qui sont liés à l'assassinat à l'empoisonnement de Sergueï Skripal. Et bien, des membres de cette unité étaient présents dans plusieurs régions du monde au moment où ces fameux symptômes ont commencé à émerger. L'hebdomadaire allemand Der Spiegel a également révélé que certains membres de cette unité avaient reçu des récompenses pour leurs travaux liés au développement d'armes acoustiques non létales. Donc effectivement, on y voit un lien. Officiellement, rien n'établit le lien entre la Russie et les États-Unis. Officiellement, on a quand même un faisceau d'indices qui trace une ligne toute droite vers la Russie. C'est un thriller. Cette affaire. Vous nous l'avez parfaitement résumé. Merci beaucoup, Jade. Est-ce qu'il y a des précédents ? Parce que d'abord, ce qui fascine, c'est que autant de personnes sur autant d'années aient souffert du même mal, alors quand même qu'elles étaient réparties sur certains endroits de la planète. Inde, Chine, Vietnam, Taïwan, Pologne, Autriche. C'est parti, voilà la carte à l'antenne. C'est parti de la Havane. C'est une affaire extrêmement mystérieuse qui a commencé à être un petit peu élucidée. Qu'en pensez-vous, Laure Mandeville ?
Moi, je me souviens, j'étais encore à Washington en poste au moment où ça a commencé, cette histoire, et c'est vrai que les Américains ont été complètement pris de court par cette affaire. Ils en ont pas énormément parlé. D'ailleurs, il y avait des articles, mais très sibyllins, en fait, sur ce qui se passait. Je crois qu'ils cherchaient véritablement à quoi ils avaient affaire, que quand même assez vite, leurs yeux se sont tournés vers des puissances plus importantes, en fait, que Cuba, et que l'idée que les Russes ou les Chinois pouvaient être derrière a été une hypothèse qui était dans les cartons. Et c'est vrai que ce qui est très bizarre, c'est que on parle de presque 10 ans, enfin de 8 ans d'enquête pour les Américains, et c'est quelque chose qui relève à la fois de l'humiliation et d'une immense vulnérabilité, parce qu'il y a apparemment 1 millier de gens qui se sont plaints de ces symptômes, et une quarantaine qui ont été qui témoignent d'avoir eu vraiment des symptômes extrêmement importants et des troubles neurologiques, etc. Et c'est vrai qu'il y a depuis cette nuit le résultat de cette enquête de Insider. Donc ça a été dit par Jade sur le fait que vous avez toute une enquête de gens très sérieux, en fait, qui avaient travaillé sur l'affaire Skripal, qui travaillent en lien avec les services de renseignement britanniques de manière extrêmement étroite. Ce Christo Grozev, aussi Dobrokotov et Weiss, qui ont publié cette enquête. Je la lisais ce matin en arrivant. C'est absolument incroyable. Ils ont réussi à montrer que dans énormément de cas où il y avait eu ces symptômes, où des diplomates se sont retrouvés véritablement pris dans des syndromes terribles, de maux de crâne, de vomissements, de douleurs insupportables, de flou cérébral et cognitif, il y avait des équipes du GRU dont ils ont pu en fait identifier toutes les allées-venues et qui collent de manière plus que troublante avec des attaques contre des diplomates ou des agents de renseignement. Et donc, pour eux, il est une évidence. Alors, ce qu'il y a aussi, c'est que, je crois, 2 de ces ex-diplomates ou ex-agents de renseignement ont reconnu des membres de ces équipes du renseignement militaire russe qu'ils ont vus au moment où ils ont été, disons, en poste et pris par ces symptômes. Parce que c'est pas anecdotique, hein. Ce sont pas des inventions, des autosuggestions, ce sont des syndromes qui sont invalidants. Qu'est-ce que c'est ces attaques à coups de micro-ondes? Qu'est-ce que ça peut être, amiral? Vous déclarez forfait, oui, je déclare sur cet aspect. Là, dans mon sous-marin, on est très bien protégé contre les micro-ondes. Oui, mais des attaques acoustiques, c'est quand même dans l'arsenal des attaques possibles en termes de... Moi, je n'ai connaissance que de systèmes d'alarme acoustiques dont l'intensité est telle qu'elle force les gens à évacuer précipitamment les lieux où ils se trouvent. Donc, on imagine ça très bien. Et puis après, l'oreille humaine est un formidable appareil, donc on peut aller chercher dans les très hautes ou dans les très basses fréquences. Et à ce moment-là, faire des choses qui soient inaudibles par l'oreille, mais en même temps perturbantes pour le cerveau, parce que le corps est lui-même agressé. Bon, je ne suis pas un adepte des rave parties, mais quand vous êtes dans le cœur de la scène, comme on dit, vous pouvez avoir des troubles au niveau de l'abdomen, parce que là, on est sur des très basses fréquences et que c'est votre cavité abdominale qui est en résonance. Alors là, ça passe pas inaperçu, si vous voulez. Ça peut permettre des vomissements qu'on ne s'explique pas, enfin, parce que les ondes, vous les ressentez pas forcément directement. Moi, je ne suis pas du tout biologiste, donc je me garde bien de Gallagher. Alors, ça a été très bien présenté par Jade à l'instant. Donc, elle parlait d'armes à énergie dirigée, donc énergie pulsée. 2 choses. D'abord, c'est très difficile à expliquer. Ça reste un mystère, en tous les cas, pour le commun des mortels. Si les Américains ne le savent, ils choisissent de ne pas communiquer à ce sujet, pour des raisons qu'on peut comprendre. Quand Jade parlait de 2016, de la période, c'est pas n'importe quelle période. Barack Obama vient de se rendre à La Havane, reprise des liens diplomatiques entre La Havane et Washington DC, La Havane qui appartient quand même à un univers. Qui est-ce qui ne souhaite pas que La Havane reprenne des relations avec Washington DC? Qui est-ce qui va se dire, attendez, on va pas quand même perdre ça dans notre orbite à et dans l'imaginaire collectif, on sait très bien ce que représente Cuba avec sa révolution permanente, etc. Mais il y a quelque chose de plus grave dans cette histoire. Et l'article du Insider, qui a travaillé conjointement avec Der Spiegel et CBS, l'émission 60 Minutes, est absolument passionnant et très très clair à ce sujet. C'est une défaite immense pour les Américains si ce sont effectivement les Russes.
Pourquoi ? 2 raisons. La première, c'est qu'ils ont éliminé du champ de bataille hybride des dizaines et des dizaines et des dizaines d'Américains et d'Américaines qui travaillent pour le département d'État, qui travaillent pour la diplomatie, qui travaillent dans le renseignement. Donc vous retirez du champ de bataille sans les tuer. Donc vous restez sous le seuil de la létalité. C'est une arme. Ça, c'est juste. Je m'arrête un instant parce qu'on pourrait se demander mais pourquoi ils font ça, les Russes ? Pourquoi ces gens-là ont été. Mais en fait, voilà, il faut le rappeler. Et beaucoup d'agents, d'ailleurs, ils les ont mis hors course. Ils les ont mis hors course. Deuxièmement. Donc, il manque. Ils mettent hors course de potentiels en fait, d'agents qui refusent d'aller travailler en zone russe parce qu'ils ont peur de ce type d'attaque. Mais pas qu'en zone russe, partout dans le monde. Dans l'article du Insider, il parle de cas à Guangzhou, en Chine, il parle de cas à Francfort, en Allemagne, à la Havane et probablement ailleurs dans le monde. Deuxième chose, et c'est là qu'est la conséquence la plus grave, si le gouvernement américain, ce qu'il ne fait pas aujourd'hui, l'article est au conditionnel, c'est-à-dire qu'on parle d'une probabilité très haute, mais pas de certitude, à partir du moment où vous reconnaissez un tel acte de guerre, parce qu'il faut le qualifier quand même cet acte, quelle réponse ? Qu'est-ce que vous faites ? À partir du moment où vous reconnaissez que le Kremlin a commandité l'élimination de dizaines de membres du personnel américain, je veux dire, qui officient pour le compte du gouvernement, quelle que soit la nature de leur emploi, diplomate, renseignement, militaire, attaché, etc. Qu'est-ce que vous allez faire en réponse ? Alors ça m'intéresse parce que est-ce qu'on pourrait imaginer que, comme vous soulignez à juste titre, l'impuissance de la réponse américaine, est-ce que les Américains peuvent avoir retenu leurs informations ? Oui. Pour ne pas apparaître effectivement comme les victimes impuissantées, comme dirait l'autre, face à Moscou. Mon sentiment, si vous voulez, et ça nous renvoie à tout ce que nous vivons depuis 2014. Jade parlait de 2016. Je crois que les histoires commencent même un petit peu avant, au niveau de 2014. 2014. Voilà. D'un Américain. C'est quoi 2014 ? Qui aurait été concerné par ça. C'est une date qu'on a appris à bien identifier depuis février exactement. 2022. Depuis 2014, on ne veut pas voir, on ne veut pas reconnaître, on ne veut pas nommer. Parce que si on voit, on reconnaît et on nomme, il faut agir. Et on sent qu'il y a quand même une immense gêne autour de cette histoire au sein des institutions américaines qui préfèrent un peu noyer le poisson, tout en dédommageant à hauteur de centaines de milliers de dollars les personnes qui maintenant médicalement disent « Attendez, moi j'ai servi mon pays, ça a fragilisé ma santé, celle de ma femme, celle de mes enfants alors que nous étions en poste, maintenant vous payez ce que le gouvernement américain fait ». Ce qui est vrai, c'est qu'on est dans le no limit, c'est-à-dire pas de limite. C'est ce que disait le président Macron, souvenez-vous, il y a quelques semaines, que le pouvoir et le régime de Vladimir Poutine est un régime qui ne connaît pas de limite. Et cette histoire, elle montre en fait qu'il ne connaît pas de limite. Par exemple, la limite de la protection des personnels diplomatiques, ou normalement qui sont protégés dans les relations interétatiques où on ne les touche pas. Et donc c'est vrai qu'on a le sentiment que tous les garde-fous ont cédé, qui sont tous sautés. Aujourd'hui, la Russie est dans une opération spéciale. C'est quand même le milieu dans lequel a grandi Poutine, dans lequel il fonctionne, et que tout ce qu'il fait, tout ce qui se déploie dans cette bataille contre l'Ouest, c'est des éléments de cette opération spéciale qui est menée contre l'Occident. Ce que Jade nous expliquait, c'est que les Américains ont mis beaucoup de temps quand même à dire que c'était une ingérence étrangère. On dirait que... Je crois même qu'on a d'ailleurs Avril Haines qui l'a reconnu seulement il y a un an. Est-ce qu'on peut l'écouter à l'instant ? On va la lire. Voilà, il n'y a que très récemment que les Américains ont admis l'hypothèse que ça vienne, effectivement, elle est directrice nationale du renseignement américain, sur la base d'un effort collectif. Je peux partager avec vous que la plupart d'entre elles ont conclu à présent qu'il est très improbable qu'une entité étrangère soit responsable. Mais quand on voit quand même les pays où ça a eu lieu, d'abord la Havane, bon... c'est pas possible qu'il n'y ait pas pensé plus tôt. Non, mais surtout qu'en plus, le dernier cas en date, elle dit l'inverse. Elle dit qu'il est très improbable, c'est-à-dire qu'elle ne reconnaît absolument pas mais maintenant, l'implication d'une entité étrangère. Il y a encore un an, pardon, elle disait, je me suis mal exprimée, il y a encore un an, elle disait que c'était pas possible. Donc désormais... Pourquoi l'avoir écarté si longtemps ? Et en plus, le dernier cas en date n'est pas vieux du tout, parce qu'on pourrait se dire, ça remonte à quelques années, on n'en parle plus. Non, le dernier cas en date, c'est juillet 2023.
Donc il y a même pas un an, il y a un haut représentant du ministère des Armées et de la Défense américain qui est à un sommet de l'OTAN à Vilnius et qui appelle le service médical pour justement dire je ressens les symptômes du syndrome de la Havane. Donc c'est pas vieux, ça a quelques mois. Et on découvrirait comme ça sur le tard, nous en tout cas, grâce à CBS, Insider, etc., qu'en réalité, des dizaines et des dizaines de fonctionnaires américains sont mis hors jeu. Et d'ailleurs, peut-être parce que Poutine, depuis des années, a lancé une opération de ce type. C'est assez fascinant. C'est fascinant, et c'est vrai que l'Insider, d'ailleurs, en conclusion de son papier, dit nous espérons que cette enquête et les éléments absolument incroyablement troublants, en fait, presque, je dirais, qui confirment l'existence d'une gigantesque opération russe, vont permettre au gouvernement américain de tirer leurs conclusions. Donc ils appellent en fait les Américains à tirer leurs conclusions. Et c'est vrai que les Américains, c'est ce que disait Gallagher, sont quand même dans un embarras extrême parce qu'ils sont mis. Il y a une humiliation parce que c'est aussi bien le caractère paralysant, c'est-à-dire qu'ils ont été paralysés, ils montrent leur vulnérabilité. Et puis aussi, il y a sur le plan scientifique, c'est-à-dire que ils ont buté sur la nature de ce à quoi ils avaient affaire. Mais quand on lit cette enquête de l'Insider, ils parlent de manière précise, par exemple, du fait que cette équipe de GRU était en lien permanent avec des gens qui sont identifiés par leur nom au sein de l'Académie militaire médicale, qui travaillaient, il y a même des documents qui sont montrés sur un programme de création d'une arme acoustique. Et c'est vrai que l'unité du GRU que vous nous aviez rappelé, la 29-155, a travaillé sur l'assassinat de Sergueï Skripal. C'est vrai que, bon, il y a des limites à la coïncidence. Et on découvrirait que Moscou tire les ficelles. Alors, on va un peu vite, hein, mais quand même, amiral, c'est un grand complot là qui s'est mis en place ou... J'ai pas d'avis sur la question. Non, il y a le tout début de l'article du Insider, et c'est pour abonder dans le sens de Laure, en fait, décrit l'incroyable présence d'esprit de la femme d'un diplomate. Donc elle est même pas diplomate, elle a une formation d'infirmière et elle sent des douleurs et elle comprend tout de suite, parce qu'il y a quand même, si vous voulez, quand vous êtes envoyé à l'étranger, la famille qui bénéficie d'une formation en matière de sécurité, etc. Donc elle met en place le protocole, elle sort de son logement, donc elle s'éloigne de la zone de danger, et là elle voit ce jeune homme blond très reconnaissable, elle prend sa photo, elle prend en photo la voiture, et vous savez qui c'est ? C'est le fils d'Averianov, qu'on connaît ici à LCI, puisque c'est le type qui est en charge des opérations africaines, soupçonné d'avoir commandité l'assassinat ou participé à l'assassinat de Prigojine et d'avoir repris les opérations Wagner, désormais Africa Corps, sur l'Afrique. Donc il y a quand même un faisceau d'éléments qui pointent en direction, puisque Averianov, c'est le patron de l'unité 29-155. Non, c'est passionnant. Et par ailleurs, donc, créé très tôt par Poutine, qui entre dans un système un peu paranoïaque vis-à-vis de l'étranger à ce moment-là. Est-ce qu'il y a d'autres nationalités qui ont été attaquées du même type, ou est-ce que seuls les Américains souffrent de ce syndrome de la Havane ? On n'a pas d'indice qui montre que d'autres diplomates, services de sécurité, ou alors on ne nous l'a pas dit, mais là, non, je ne veux pas entrer dans ce genre de logique. On le saurait. Vous pensez qu'on le saurait ? Demandez à l'amiral s'il avait des collègues ou des anciens collègues qui, par dizaines... On le saurait, amiral. Il faut arrêter de dire que... Alors, ce qui est vrai aussi, ce qu'on n'a pas dit, c'est que moi, je me souviens qu'au moment où tout ça a commencé, c'était un moment où il y avait déjà une véritable guerre, je dirais, psychologique qui était menée contre les diplomates américains, et qu'il y a eu beaucoup d'histoires à Moscou de diplomates qui retrouvaient, par exemple, des excréments dans leur maison, leurs chiens qui avaient été tués, des choses comme ça. Et donc, tout un contexte de guerre psychologique autour, en fait, de ce type de syndrome. Merci.